Je restai longtemps avant de me décider à ouvrir le second billet. Que pouvait-elle m'écrire? Un affreux pressentiment agitait mon âme. La voici, cette lettre dont chaque mot s'est gravé dans mon souvenir d'une manière ineffaçable. Je t'écris avec la pleine certitude que nous ne nous reverrons plus. Il y a déjà quelques années, en me séparant de toi, j'avais eu la même pensée, mais il plut au ciel de m'éprouver une seconde fois, et je n'ai pu supporter cette seconde épreuve. Mon faible cœur n'a pu de nouveau résister à une voix connue. Tu ne me mépriseras pas pour cela, n'est-ce pas? Cette lettre sera en même temps un adieu et ma confession. Je suis obligé de te dire tout ce qui s'est accumulé dans mon cœur depuis le jour où il t'a aimé. Je ne viens point t'accuser. Tu t'es conduit avec moi comme se serait conduit tout autre homme. Tu m'as aimé comme on aime sa propriété, comme on aime une source de plaisir, de trouble et de chagrin, alternatives émouvantes, sans lesquelles la vie est ennuyeuse et monotone. Dès le commencement, j'ai compris cela. Mais tu étais malheureux et je me suis sacrifié, espérant qu'un jour tu apprécierais mon sacrifice, que quelques jours tu comprendrais ma profonde tendresse, indépendante de toute considération. Bien du temps s'est écoulé depuis. J'ai pénétré dans tous les mystérieux replis de ton âme, et je me suis convaincu que mes espérances étaient vaines. J'ai bien souffert, mais mon amour s'était identifié à mon âme. En grandissant, il est devenu moins apparent, mais il ne s'est pas éteint. Nous nous séparons pour toujours. Cependant, tu peux être sûr que je n'aimerai jamais un autre homme. Mon âme a épuisé pour toi tous ses trésors, ses larmes et ses espérances. Une femme qui t'a aimé ne peut regarder sans quelque mépris le reste des hommes. Non que tu vailles mieux qu'eux, oh non. Mais parce qu'il y a dans ta nature quelque chose qui n'appartient qu'à toi, un je ne sais quoi de fier et de mystérieux. Il y a dans ta voix, quoi que tu dises, une puissance irrésistible. Personne ne sait comme toi se faire aimer sans cesse, rendre le mal lui-même attrayant, et dans un seul regard promettre autant de bonheur. Personne ne sait mieux profiter de ses avantages, et personne ne peut être aussi sincèrement malheureux que toi, parce que personne ne sait espérer comme toi le contraire de ce qui t'arrive. Je dois t'expliquer maintenant la cause de mon départ subit. Elle te paraîtra peu sérieuse, car elle ne concerne que moi. Ce matin, mon mari est entré chez moi et m'a parlé de ta querelle avec Groutchnitsky. Évidemment, j'ai changé de visage parce qu'il m'a regardé longtemps et avec fixité dans les yeux. C'est tout juste si je ne me suis pas évanoui en songeant que tu devais te battre en ce jour et que j'en étais la cause. Il me semblait que j'allais devenir folle. Mais à présent que j'ai toute ma raison, je suis sûr que tu reviendras vivant. Il est impossible que tu meures sans moi. C'est impossible. Mon mari s'est promené longtemps dans ma chambre. Je ne sais ce qu'il m'a dit. Je ne me souviens point de ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit certainement que je t'aimais. Je me souviens seulement qu'à la fin de notre altercation, il m'a déchiré avec un mot outrageant et il est sorti. J'ai entendu qu'il ordonnait d'atteler sa voiture. Voilà déjà 3 heures que je suis assise à ma fenêtre et que j'attends ton retour. Mais tu es vivant. Tu ne peux mourir. La voiture est presque attelée. Adieu, adieu. On vient. Il me faut cacher ma lettre. N'est-ce pas vrai que tu n'aimes pas Marie? Tu ne l'épouseras pas? Écoute, tu dois me faire ce sacrifice. Moi, j'ai bien tout perdu pour toi dans ce monde.
J'étais comme un fou. Je m'élançais sur le perron, sautais sur mon cheval circassien que l'on promenait encore dans la cour et me précipitais à toute haleine sur la route de Piatigorsk. Je poussai sans pitié mon cheval fatigué qui soufflait et tout couvert d'écume m'emporta au milieu du chemin pierreux. Le soleil s'était déjà caché dans les nuages noirs étendus sur les crêtes des montagnes au couchant. Dans les ravins, il faisait déjà sombre et humide. Le Podkoumok bondissait sur les cailloux et mugissait d'une manière sourde et monotone. Je galopais, suffoqué par l'impatience. La pensée que je ne la trouverais pas à Piatigorsk m'avait frappé au cœur comme un coup de marteau. Un moment, un seul moment, la voir encore, lui dire adieu, lui presser la main. Je priais, je maudissais, je pleurais, je riais. Non, rien ne pouvait exprimer mon inquiétude et mon désespoir. Devant la possibilité de la perdre pour toujours, Vira m'était devenue plus chère que tout au monde, plus chère que la vie, que l'honneur, que le bonheur. Dieu sait quel dessein affreux, quelles folles idées fourmillaient dans ma tête. Et cependant je galopais toujours, fouettant sans pitié, lorsque je m'aperçus que mon cheval soufflait plus péniblement. Déjà 2 fois il avait buté sur un chemin uni. J'avais encore 5 verstes pour arriver à Essentuki, village cosaque où j'aurais pu monter un autre cheval. Tout eût été sauvé si mon cheval avait eu encore la force de courir 10 minutes. Mais soudain, en passant un petit ravin qui est à la sortie des montagnes et à un tournant rapide, il s'abattit. Je me débarrassai promptement et cherchai à le relever en le tirant par les rênes. Ce fut en vain. À peine si un faible gémissement passait à travers ses dents serrées. Au bout d'un moment, il expira. Je restai au milieu de la steppe, ayant perdu ma dernière espérance. J'essayai d'aller à pied, mes jambes fléchirent. Épuisé par les émotions de la journée et l'insomnie, je m'affaissai sur l'herbe humide et me mis à pleurer comme un enfant. Je restai longtemps couché dans l'herbe, immobile, pleurant amèrement, et je n'essayais point d'arrêter mes larmes et mes sanglots. Je croyais que ma poitrine éclaterait. Toute ma fermeté, tout mon sang-froid s'était dissipé comme une fumée. Mon âme était sans force, ma raison éteinte, et si quelqu'un m'avait vu en ce moment, il se serait détourné de moi avec mépris. Lorsque la rosée nocturne et le vent de la montagne eurent rafraîchi ma tête, et que mes pensées eurent repris leur cours ordinaire, je compris qu'il était inutile et déraisonnable de courir après un bonheur évanoui. Que m'aurait-il fallu encore? La voir? Pourquoi? Tout n'était-il pas fini entre nous? Un triste baiser d'adieu n'enrichirait pas beaucoup mes souvenirs, et après lui, notre séparation n'en eût été que plus pénible. Il me restait cependant une consolation, c'est que je pouvais pleurer. Et au surplus, toute cette irritation nerveuse n'avait peut-être pour cause qu'une nuit passée sans sommeil, 2 minutes de pause devant la bouche d'un pistolet et le vide de mon estomac. Tout était pour le mieux. Cette nouvelle souffrance avait, comme on dit en langage militaire, produit en moi une heureuse diversion. Pleurer est très sain, et puis, certainement, si je n'étais pas parti à cheval et si je n'avais pas été contraint de faire pour le retour 15 verstes, je n'aurais pu fermer les yeux et dormir de toute la nuit. En arrivant à Kislovodsk à 5 heures du matin, je me jetai sur mon lit et m'endormis du sommeil de Napoléon après Waterloo. Lorsque je me réveillai, il faisait déjà sombre dehors, et je m'assis auprès de la fenêtre entr'ouverte, mon habit déboutonné. La brise de la montagne vint rafraîchir ma poitrine encore agitée par la fatigue d'un sommeil lourd. Au loin, derrière la rivière, à travers la cime des épais tilleuls qui l'ombragent, je voyais briller les lumières du village et de la forteresse. Dans notre cour tout était calme, et chez les princesses tout était éteint. Le docteur entra chez moi. Sa mine était sombre et, contre l'ordinaire, il ne me tendit pas la main. « D'où venez-vous, docteur ?»« De chez la princesse Ligovska. Sa fille est malade.
C'est une crise nerveuse. Mais ce n'est pas de cela que je viens vous parler. Voici ce qu'il y a. L'autorité commence à avoir des soupçons, et quoiqu'il soit impossible qu'on ait des preuves positives, je vous invite à vous tenir davantage sur vos gardes. La princesse m'a dit aujourd'hui qu'elle savait que vous vous étiez battu pour sa fille. C'est ce vieillard qui lui a tout raconté. Comment s'appelle-t-il ? Il a été témoin de votre querelle avec Grutschnitski à l'hôtel. Je suis venu vous prévenir. Adieu. Peut-être ne nous reverrons-nous plus. On vous enverra qui sait où. Il s'était arrêté sur le seuil de la porte avec l'envie de me serrer la main. Et si je lui en avais exprimé le plus petit désir, il se serait jeté à mon cou. Mais je restai froid comme un marbre, et il sortit. Voilà les hommes, ils sont tous ainsi. Ils calculent d'avance toutes les bonnes ou mauvaises conséquences d'un événement. Ils vous aident, vous approuvent, vous encouragent même en voyant l'impossibilité d'un autre expédient, mais après ils s'en lavent les mains et se détournent avec indignation de celui qui a osé prendre sur lui tout le fardeau de la responsabilité. Ils sont tous ainsi, même les meilleurs, même les plus intelligents. Le surlendemain matin, je reçus l'ordre de l'autorité supérieure de partir pour la forteresse de N, et j'allais faire mes adieux à la princesse. Elle fut étonnée lorsque, me demandant si j'avais quelque chose de particulièrement sérieux à lui dire, je lui répondis que je lui souhaitais d'être heureuse, etc. « Mais moi, j'ai besoin de causer sérieusement avec vous. » Je m'assis en silence. Il était clair qu'elle ne savait pas par où commencer. Son visage était devenu livide et ses doigts enflés frappaient sur la table. Enfin, elle commença ainsi d'une voix entrecoupée. « Écoutez-moi, monsieur Petchorin, je crois que vous êtes un honnête homme. » Je m'inclinai. « Même j'en suis convaincu, » continua-t-elle, « quoique votre conduite inspire quelques doutes. Mais vous pouvez avoir des motifs que je ne connais pas, et vous devez maintenant me les confier. Vous avez protégé ma fille contre la calomnie. Vous vous êtes battu à cause d'elle, et par conséquent vous avez risqué votre vie. Ne me répondez pas, je sais que vous ne l'avouerez pas, parce que M. Grutschnitski a été tué. » Elle se signa. « Que Dieu lui pardonne, je l'espère, et à vous aussi. Cela ne me regarde pas. Je n'ose pas vous accuser parce que ma fille, quoique involontairement, en a été le motif. Elle m'a tout dit. Tout, je crois. Vous lui avez exprimé de l'amour, elle vous a avoué le sien. » Ici elle soupira péniblement. « Mais elle est malade, et je suis persuadé que ce n'est pas une simple maladie. Un chagrin secret la tue. Elle ne me l'a pas avoué, mais je suis sûr que vous en êtes la cause. Écoutez-moi. Peut-être croyez-vous que je tiens au rang, à une grande richesse. Détrompez-vous. Je veux le bonheur de ma fille. Votre situation pour le moment n'est pas à envier, mais tout peut s'arranger. Vous avez de la fortune, ma fille vous aime, et elle a été élevée de façon à rendre son mari heureux. Je suis riche et n'ai que cette fille. Parlez. Par quoi êtes-vous empêché? Voyez, je ne devrais pas vous dire tout cela, mais je compte sur votre cœur, sur votre honneur. Pensez que je n'ai qu'une fille unique. » Elle pleurait. « Princesse, » lui dis-je, « il m'est impossible de vous répondre. Permettez-moi d'avoir un entretien en tête-à-tête avec votre fille. »« Jamais !» s'écria-t-elle en se levant de sa chaise dans une grande agitation.
Comme vous voudrez, lui répondis-je en m'apprêtant à partir. Elle devint pensive, me fit signe avec la main d'attendre un instant et sortit. 5 minutes s'écoulèrent. Mon cœur battait avec violence, mais mon esprit était tranquille et ma tête froide, et vainement je cherchais en moi une étincelle d'amour pour cette chère Marie. Mes efforts étaient inutiles. Soudain la porte s'ouvrit et cette dernière entra. Mon Dieu, comme elle était changée depuis le moment où je ne l'avais revue, et il y avait si peu de temps de cela. En arrivant au milieu de la chambre, elle chancela. Je m'élançai, lui présentai mon bras et la conduisais jusqu'à un fauteuil. Je restai debout devant elle. Nous nous tûmes longtemps. Ses grands yeux pleins d'une tristesse profonde semblaient chercher dans les miens quelque chose comme un peu d'espoir. Ses lèvres pâles s'efforçaient vainement de sourire. Ses mains froides étaient croisées sur ses genoux, et si amaigries, si diaphanes, que cela me navra. « Princesse, lui dis-je, vous savez que je me suis moqué de vous et vous devez me mépriser. » Une rougeur maladive vint colorer ses joues. Je continuai. « Par conséquent, vous ne pouvez pas m'aimer. » Elle se détourna, s'accouda sur la table et couvrit ses yeux de ses mains. Je crus voir couler ses larmes. « Mon Dieu !» prononça-t-elle à peine distinctement. Cela devenait insupportable, et encore un peu je serais tombé à ses pieds. « Ainsi, vous voyez bien vous-même, lui dis-je de la voix la plus ferme que je pus prendre et avec un sourire contraint. Vous voyez bien vous-même que je ne puis vous épouser. Si vous vouliez cela maintenant, vous ne tarderiez pas à vous en repentir. Mon entretien avec votre mère m'a obligé à vous parler à cœur ouvert et aussi durement. J'espère qu'elle se trompe réellement et il vous sera facile de la détromper peu à peu. Vous le voyez, je joue à vos yeux un bien triste et bien pénible rôle, et je l'avoue franchement, c'est là tout ce que je puis faire pour vous. Quelque mauvaise que doive être l'opinion que vous aurez de moi, je la subirai. Vous voyez combien je suis vil auprès de vous, et si même vous m'avez aimé, vous devez en ce moment me haïr. » Elle se tourna vers moi, pâle comme un marbre. Ses yeux seuls brillaient d'un éclat admirable. « Je vous déteste, » dit-elle. Je la remerciai, la saluai avec respect et sortis. 1 heure après, un courrier à 3 chevaux m'emportait à Kislovodsk. À quelques verstes d'Eksentuki, je reconnus près de la route le cadavre de mon brave cheval. La selle avait été enlevée, probablement par quelques Cosaques, et sur son dos, à la place de la selle, s'étaient installés 2 corbeaux. Je me détournai en soupirant. Et maintenant, dans cette forteresse où je m'ennuie, je songe souvent au passé, et je me demande pourquoi je n'ai pas eu l'envie d'entrer dans ce sentier que la destinée m'ouvrait et où m'attendaient de douces joies et de calmes émotions. Non, je n'aurais pu me faire longtemps à ce sort. Je suis comme un matelot qui est né et a grandi sur le pont d'un navire corsaire errant. Son âme est habituée à vivre au milieu des orages et des luttes. Revenu au port, il s'ennuie et languit, malgré les bocages ombreux qui l'invitent doucement à rester, et le soleil tiède qui le réchauffe. Il erre tout le jour sur le sable du rivage, n'écoutant que le monotone murmure des flots qui s'agitent, et ne regardant que les lointains brumeux. Il a aperçu là-bas, sur la ligne pâle où se confondent le gouffre bleuâtre et les nuages gris, il a aperçu la voile tant désirée. Elle ressemble à l'aile d'un goéland rasant l'écume sur les galets et s'avance tranquillement vers le port désert. Fin de La Princesse Marie.